à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, un interview avec Clément, Country Manager Europe chez Bybit. J'espère qu'on a su et pu répondre à certaines interrogations restées en attente pour beaucoup de membres du Discord et beaucoup de membres de la communauté. Il y a eu pas mal de commentaires, des très positifs, des moins positifs, j'ai essayé d'y répondre du mieux possible. Peu de questions qui étaient directement dédiées à Clément ou à Bybit directement, donc plutôt par rapport à une impression, par rapport à une sensibilité vis-à-vis de ces échangeurs. Merci pour vos nombreux commentaires. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller le voir. Vous pouvez ou l'écouter directement, vous pouvez l'écouter en podcast. C'est ce que je fais beaucoup sur ce type de vidéo. Pas besoin d'être devant les écrans. Vous pouvez bien sûr l'écouter quand vous êtes au sport, dans la voiture, etc. Ça fonctionne très bien. Si vous avez la moindre question, vous avez la possibilité de vous rendre directement sur Bybit Aide ici et on y répondra avec le plus grand soin. Ça, c'était super important. Côté Bitcoin, on va parler de tout ça aujourd'hui. S&P 500, on va répondre à une question fondamentale de protection, comment se couvrir de certains risques, et de quelques news très intéressantes, notamment liées à l'hégémonie du dollar et du pétrodollar. On parle de tout ça, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement et tenter d'annihiler toute forme de stress. Vous avez également dans la partie documentation devenir membre confirmé. Vous êtes de plus en plus à rejoindre au quotidien le Discord des rois du marché, donc je vous en parle, je prendrai le temps de répondre à ces petits questionnaires et de vous passer membre confirmé. Donc pour passer orange, éventuellement bleu ciel, voire rouge même, ou bordeaux, n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire, ça vous permettrait aussi de mieux me connaître, puisque je réponds à toutes les questions qui ont été posées dans ce petit questionnaire. C'est complètement anonymisé, je récupère ni nom, ni prénom, ni adresse mail, ni numéro de téléphone, c'est complètement anonymisé, n'hésitez pas à y répondre, ça permet de tout simplement mieux connaître la communauté des rois du marché, et je prendrai un grand plaisir de vous lire, et potentiellement de vous passer membre confirmé, évidemment. Confirmé, ça ne veut pas dire que vous êtes des stars du trading ou de l'investissement, c'est juste que vous êtes confirmé. Je trouvais ça plus sympa que membre validé, c'est peut-être un petit peu moins joli. Voilà pour ça. On commence avec Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a sur Bitcoin? Est-ce qu'on a la même chose sur Bitcoin que sur les indices boursiers, notamment S&P 500? S&P 500 qui lead en réalité l'intégralité des bourses mondiales et de près ou de loin des cryptoactifs qui sont plus ou moins corrélés depuis quasiment 2-3 ans sur notamment les cryptoactifs et nos cryptoactifs préférés. Sur Bitcoin, on a des W weekly qui sont parfaitement confirmés. On a le RSI avec des divergences haussières qui ont été confirmées, un MACD dans les mains des boules, et ces boules de chez boules en fait actuellement sur Bitcoin, on est complètement en maîtrise, les acheteurs sont complètement en maîtrise de ce momentum, on a breaké la trailline, on a structuré des W weekly derrière la trailline, Ichimoku Kinkoyo a récupéré sa Kinjun, au-dessus, elle travaille largement au-dessus de la Tenkai. On a d'ailleurs le H-Ribbon, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on me le redit souvent dans les commentaires, et le H-Ribbon il est passé bleu, il est passé bleu. Oui, vous avez raison, le H-Ribbon est bien passé bleu, je vous mets juste en garde et peut-être tordre le cou et l'idée reçue, c'est pas parce que vous avez une pastille bleue qu'elle restera bleue. Si vous avez une récupération et une perte de momentum et qu'on vient clôturer une semaine en weekly en dessous des 15 700 $ ou en dessous des 15 000 $, partez du principe que cette petite pastille bleue va disparaître. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression quand on regarde le H-Ribbon en prenant du recul en weekly, on dit mais ça marche à chaque fois. Non, ça marche pas à chaque fois. Le taux de réussite, me semble-t-il, du H-Ribbon, c'est 70 ou 80%, ce qui est énorme en réalité sur des indicateurs techniques aussi performants qu'ils soient. C'est un très bon indicateur qui fonctionne extrêmement bien sur la dynamique d'une forme de stock to flow, sur des RSI et notamment sur le hash rate de Bitcoin. Honnêtement, c'est très puissant. On peut partir du principe que ça fonctionne plutôt bien. Mais attention, c'est pas parce que vous avez une pastille bleue qu'elle va rester bleue. En réalité, plusieurs fois dans le passé, cette petite pastille bleue est tout simplement disparue sur de l'invalidation. Il faut juste le savoir. Et je crois que c'est arrivé 20% du temps, 25% du temps. Vous avez d'ailleurs des vidéos sur ce sens-là ou des informations sur ce sens-là par rapport au H-Ribbon. Mais honnêtement, très intéressant. Il y a petit, d'ailleurs, Socrate Bottom Finder qui n'est toujours pas validé. Je pense qu'il attend la confirmation et l'acceptation au niveau de ce breakout haussier, ce potentiellement retournement de dynamique plus ou moins long terme, on le verra bien jusqu'où Bitcoin souhaite nous amener. On a des tout petits dips qui potentiellement peuvent être rachetés. D'ailleurs, on le voit extrêmement bien sur Trading Line, on va en parler juste après. Mais faites très attention, bien évidemment, par rapport à cette pastille bleue qui n'est pas obligatoirement bleue et ne restera pas obligatoirement bleue. Le marché en décidera, bien évidemment. Ce n'est pas donc fixe ici. Qu'est-ce qui est différent par rapport à Bitcoin dans sa globalité, ou qu'on peut même le comparer au crypto total vis-à-vis à l'indice notamment du S&P 500. En fait, tout est différent. Actuellement, sur le S&P 500, on n'a pas de W weekly. Actuellement, sur le S&P 500, le RSI n'est pas du tout en faveur des bulls, jusqu'à preuve du contraire, notamment en weekly. On a juste confirmé une divergence haussière, ça on peut le voir
en 21 périodes, juste là, on a bien ravalé une bougie haussière avec une deuxième bougie en weekly ici qu'on est venu transpercer le premier arrêt, on fait le backtest et puis derrière on repart aller chercher l'oblique, on se fait un petit peu rejeter sur l'oblique et on se refait encore une fois hier rejeter sur cette fameuse oblique. Je pense qu'on est mûr pour pouvoir la breaker, mais toujours pareil, n'ayons jamais raison trop tôt. Côté MACD, c'est plutôt neutre. Actuellement, on est plutôt en train de consolider, hein, ni plus ni moins. Il n'y a pas de... on ne peut pas malheureusement lever les bras en l'air ici. Il faudrait vraiment avoir une acceptation, éventuellement breaker juste là, pour avoir une structure en W weekly. Pourquoi pas? Je ne dis pas du tout le contraire. Et encore que j'aurais bien aimé l'avoir un petit peu plus bas. Mais on peut imaginer quelque chose, un truc comme ça. Actuellement, on est en train de contracter. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer actuellement sur le MACD. Donc pour moi, c'est plutôt neutre, plutôt boule, puisqu'on voit bien que le sentiment global et la psychologie globale des marchés, notamment sur les indices boursiers, est plutôt bear, et généralement le marché fait le contraire que la majorité pense et surtout fait, et vu qu'on est plutôt sur un fear un petit peu sur les indices boursiers, on est plutôt dans la neutrale maintenant au niveau des crypto-monnaies et de Bitcoin, mais on peut partir du principe qu'on prend un contre-pied, éventuellement le sentiment et la psychologie de marché, toujours une psychologie inversée, et je pense qu'on est mûr pour pouvoir le breaker côté RSI. Actuellement, on est en train de contracter. Vous avez une espèce de triangle ici, et on est en train de travailler à l'intérieur. On n'a pas de confirmation, on a des petits W weekly ici, avec un gros W weekly ici. Ok, on tente de construire des choses. Le big signal, c'est une acceptation, une confirmation weekly, au-dessus sans réintégration. Acceptation, accélération. Aller dans un enfoncement potentiel de surachat, y rester et potentiellement se rapprocher, un petit peu comme les indices du CAC 40 et les indices anglais, de leur ATH. Voire les dépasser. Ça, c'est super important puisque, en réalité, S&P 500 ne nous a pas donné le signal. Si on pouvait éventuellement prétendre que les planètes s'alignent côté Bitcoin et cryptoactifs, ce n'est pas le cas pour les indices, notamment de Wall Street. Il faudra peut-être avoir un tout petit peu plus de patience, qui pourrait, finalement, dégager une forme de consolidation vis-à-vis de nos actifs préférés, notamment Bitcoin, tout simplement. Donc nous ne nous attendons peut-être pas à une explosion haussière, même si c'est clairement encadrable, il n'y a pas de problème avec ça, on peut très bien partir extrêmement fort, mais il est vrai qu'on est plutôt bien positionné sous les 21 000 $, donc entre les 18 000 et les 21 000 $, ce qui est plutôt représentatif vis-à-vis des options actuellement par rapport aux concessionnaires. Si vous le reprenez ici, honnêtement, je doute, et je le dis très souvent, je doute qu'on vienne clôturer au-dessus, ici, du strike price, au-dessus des 21 000 $. Vous avez le strike price des 21 000 $. C'est rare qu'on les fasse gagner, ces gens-là. Vous en avez un juste ici, là les gens se sont éclatés en l'air. Bon, il y a une prise d'euphorie peut-être au niveau de Bitcoin sur ces dernières 48-72 heures. Bon, le strike price est passé ici de 18 000 $, max price, strike price, à ici 21 000 $. Donc on est debout sur la table et je doute très franchement qu'on les fasse gagner. Donc peut-être 8 jours à attendre, 8 jours, une semaine, 2 semaines de consolidation, le temps peut-être que Wall Street nous donne la direction. Haussière ou baissière, bien évidemment, mais potentiellement nous donne la direction. Côté, pareil, au niveau des options vis-à-vis du 31 mars prochain, on a un strike price, et c'est pas un petit strike price, on a déjà 5672 bitcoins de leveragé, c'est énorme. En réalité, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est énorme. Dès lors, il y a probablement des personnes qui ont les moyens financiers de pousser le Bitcoin jusqu'à 30 000 $, voire au-dessus des 30 000 $. Et encore une fois, je doute qu'on vienne clôturer au-dessus des 30 000 $. Alors ça peut bien sûr bouger si on reste un petit peu dans un environnement, ce qu'on est en train d'observer sous les yeux ici, mais si on a par exemple, on a une explosion haussière et puis que ça part au-dessus de 50 000 $, on n'en sait rien, nouvel ATH pour Ethereum ou quasiment Bitcoin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Je pense que la configuration des options reste comme ça. Ça va probablement bouger. Mais pour le moment, on peut potentiellement se fier à une poursuite haussière, un petit retracement, consolidation, guidé par les options, et notamment pour les concessionnaires et les opérateurs de ce marché, tout simplement. Donc soyons vigilants, mais pour le coup, je vois pas, entre guillemets, de risque actuellement de reperdre les lots, et pour aller toujours plus bas, ce serait que des billets, en fait, psychologiques forts. D'ailleurs, il y a quelque chose de très important par rapport à ces billets psychologiques. Il y en a un qui tourne un petit peu sur Internet, et ils ont raison de le dire, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur YouTube. On dit souvent que ça commence toujours, et en tout cas des retournements ou une accélération haussière par rapport aux cryptoactifs commence déjà par les altcoins, et Bitcoin finit les mouvements. Ça oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est plutôt lors de bull run, pas de phase de retracement. En fait, vous avez exactement la même chose, pour être tout à fait honnête avec vous, lorsqu'on avait vécu ça en 2018-2019. 2019 quoi. Ici 2018-2019, vous aviez une accélération au niveau du Bitcoin. Mais si on prend par rapport au crypto total, et on va pas prendre le crypto total, on va plutôt prendre Ethereum qui est plutôt représentatif. En fait, il a été beaucoup moins performant, Ethereum, par rapport à ce pullback ici. Dès lors, si on continue à observer ce type de choses,
En somme, Bitcoin reprend de la dominance par rapport au crypto total et notamment vis-à-vis de Ethereum. Actuellement, Ethereum est en train de travailler son premier arrêt. On l'avait déjà vu ensemble, on est plutôt un petit peu tout de moon actuellement sur Ethereum, il est plus fort, il n'a pas cassé ses précédents lots et tout est quanti. Oui, je suis d'accord, mais actuellement on est en train de travailler un premier arrêt, c'est difficile de jouer la hausse ou la baisse ici. C'est super difficile. En réalité, l'arbitrage actuellement d'Ethereum n'est pas évident. Okay, et il est vrai que lors de retracement, donc de respiration de marché plus ou moins puissante par rapport à la volatilité des marchés crypto, pourrait être plutôt en faveur de Bitcoin, et ça on le voit très très bien par rapport à sa dominance. Là pour le coup c'est très clair, on voit vraiment une recrudescence au niveau de la dominance de Bitcoin vis-à-vis du reste de crypto total. On était dans ce canal descendant ici, dans ce biseau descendant, on va chercher les hauts, on va chercher les bas, on va chercher le haut en espèce de range un petit peu descendant. Il n'est pas complètement idiot de penser qu'on va potentiellement aller chercher ces fameux 0,47%, voire aller chercher les 49%. On est en train de structurer un truc plutôt joli, pour le coup, qui s'appelle un W en monthly, un W mensuel ici. Donc, il n'est pas encore confirmé, puisqu'on n'a pas clôturé tout à fait là. D'autres le confirmeront, moi personnellement je ne le confirme pas, je le confirmerai sur cette bougie. Alors je doute qu'on vienne retrouver une forme de dominance, sauf si on repart au niveau Alcédance, et là à ce moment-là, peut-être potentiellement on repartira sur un bull run. Mais tant qu'on n'est pas là-dedans, pour moi on est dans une respiration de marché, plus ou moins profonde, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, on peut aller chercher les 36, les 40, les 42 000 $, il n'y a aucun problème avec ça, mais peut-être moins performant par rapport à nos crypto total préférés. Et vous avez une forme de cyclicité, ça vous l'avez pas mal, sur Glassnode notamment par rapport à cette cyclicité. On est ici dans une alt season, donc la dominance de Bitcoin se dégrade très très fortement. Derrière vous avez plutôt un Bitcoin season, ici, donc les bear markets sont plutôt bien interprétés et bien gérés par Bitcoin. Généralement, c'est lui qui perd le moins par rapport à d'autres cryptoactifs. On l'a vu, Bitcoin perd 75%, alors qu'Ethereum en perd 80%, et d'autres cryptos en perd 99%. On repart potentiellement actuellement dans un alt season, parce qu'on a eu des jolies respirations. Ethereum a été plutôt fort par rapport à Bitcoin, on l'a vu juste avant, et probablement qu'on est peut-être en train de retravailler et repartir sur une forme de respiration sur un fameux Bitcoin season. J'en ai pas la moindre idée. Je ne le sais pas. C'est une très bonne question. Quand je dis Bitcoin saison, ça ne veut pas dire que les cryptos baissent et que Bitcoin monte. C'est pas vrai. On peut très bien tous monter, mais c'est la force d'un actif par rapport à un autre. C'est toujours la même chose. Bitcoin peut être plus fort dans la baisse, ça veut dire moins baissé que l'ensemble des cryptoactifs, et Bitcoin peut être plus fort dans la hausse, donc surperforme d'autres cryptoactifs, et généralement on le compare par rapport au crypto total, ou Ethereum, ou une dizaine de cryptos, vous avez la possibilité de le faire sans aucun problème, évidemment. Donc, c'est pas complètement innocent d'essayer d'anticiper juste un rebond, une respiration de marché à l'heure où je vous parle actuellement, même si je suis plutôt bullish. Hein. On me dit que je suis permaboule en permanence, mais techniquement, je pense que d'avoir un petit peu de Bitcoin en portefeuille et d'essayer de finalement répondre à une question fondamentale, en fait, comment on se couvre des mauvais projets crypto, comment on se couvre des scams crypto, comment on se couvre des risques liés aux projets crypto, tout en bénéficiant, voire en profitant de la hausse potentielle, ou d'un potentiel rallye aussi, ou d'une potentielle respiration de marché. Comment on fait pour se couvrir de ça? C'est très simple, on achète du Bitcoin. Si vous voulez vous couvrir des projets crypto un petit peu border, tout en bénéficiant de la hausse, vous allez chercher les ETF, vous allez chercher Bito, et puis potentiellement, on va plutôt effectivement allouer du capital à Bitcoin pour profiter de cette hausse, tout en se couvrant des risques de forte volatilité sur d'autres cryptoactifs. Exemple Solana, exemple, je sais pas moi, Secret, exemple BAT, exemple tout ce que vous voulez. Ok ? Je pense que c'est super important. Et c'est à peu près ce qu'on revoit dans les cyclicités de marché. On peut arriver très bien sur les 70%. Si on arrive sur les 70%, c'est pas bon l'histoire. C'est clairement pas bon. Ça veut dire que beaucoup de cryptoactifs, où ce sera un drame. Je pense pas que si Bitcoin retrouve en fait les 72% de dominance, à mon avis, on aura breaké par le bas et Bitcoin sera la couverture, si vous voulez, de toute cette fumisterie ou de ce Ponzi généralisé. Et pire encore, si on arrive probablement à 96 ou 100%, ce qui est intéressant, c'est que ce type de dominance en fait a existé dans le passé. Vous pouvez bien le comprendre, puisque Ethereum est arrivé, je crois, en juillet ou septembre 2015, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été lancé. Je rappelle d'ailleurs que Ethereum avait été lancé à 1$ et le point bas de Ethereum était à 0,38 centimes de dollar. C'est ça le point bas d'Ethereum. Donc le drop d'Ethereum, vous savez, il est resté longtemps en fait, Ethereum, à 1$.
faut le savoir. Et ça peut revenir en fait sur une dominance de près de 99 ou 96% au niveau de Bitcoin. Je pense que Bitcoin ne disparaîtra pas. Je ne sais pas à quel prix Bitcoin sera, mais ça permet en fait de conforter potentiellement une idée de plusieurs analystes, voire économistes, qui disent et qui avancent qu'il restera à la fin, un peu comme Highlander, peut-être une, deux, voire trois crypto-monnaies dans tout ce magma. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, on ne retrouvera jamais une dominance aussi forte côté Bitcoin, où on aura d'autres problèmes à gérer, et peut-être que Bitcoin vaudra 100 $ à ce moment-là. Vous avez bien compris cette mécanique vis-à-vis de la dominance. Mais voilà, ne soyons pas surpris si on retrouve un peu de dominance sur Bitcoin. Ça ne veut pas dire que toutes les autres baissent, ça veut dire que Bitcoin est plus fort potentiellement dans ses rebonds, et il est plus fort lorsqu'on est simplement sur des respirations de marché. C'est juste la mécanique que je vous dis, comme ça permet peut-être d'essayer de travailler nos fameux biais psychologiques. Je pense que c'est super important de parler de tout ça. Très important également, beaucoup d'idiotistes sur le Discord, je trouvais ça intéressant, et on me dit c'est peut-être une 3, c'est peut-être une 4, c'est peut-être un machin. Ouais, pas de problème en fait, je vais y répondre très rapidement. Pour moi, on n'aura peut-être probablement pas, d'ailleurs je me suis investi, je l'ai partagé en Discord encore hier, me semble-t-il, par rapport à des allocations. Donc mon premier long a été pris, je ne sais pas si je vous en ai parlé de ça, mais je l'ai partagé sur le Discord, je vais le reprendre ensemble. Je pense qu'il est très intéressant de swing. Mais le seul training à levier que je fais en longue, c'est du swing trading. C'est quand j'ai toutes mes confirmations et potentiellement mes planètes alignées. Toutes mes planètes sont alignées, il y a encore des possibilités, des risques de réintégration et d'invalidation. Mais c'est le trading, c'est comme ça. C'est l'investissement et c'est le trading. Le trading, on se couvre, on ne met pas tous nos œufs dans le panier, ou on ne se met pas all-in. Dès lors, on prend que 1% et je décroche que 1% de mon capital d'investissement. Exemple, mon capital d'investissement est de 100 000 $. Dès lors, je mets 1%, donc 1000 $ et je divise ma position en 4 ici. Sur Ethereum, je vais faire différemment, je vais le faire en 5. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, 25%, 250 $ ici, ça a été pris, juste sur cette toute petite mèche, juste là. Voilà, c'était une petite poche de liquidité. Je m'étais mis en délit, je me suis dit, on devrait y aller et probablement être rejeté ici, ou réavalé. Bon, on a été réavalé, en tout cas c'est en cours, plutôt intéressant de l'observer. Premier long prix, deuxième long prix ici sur un 0,382, très bien, et puis le troisième qui sera ici par rapport à une neckline d'un précédent W en weekly, donc je prends pas la mèche, je prends juste le W weekly, et un quatrième ici potentiellement sur une énorme poche de liquidité, et honnêtement, si on vient chercher mon long numéro 4, c'est pas très bon l'histoire, mais ça peut potentiellement arriver. Dès lors, je prendrai également des take profits, 25 000, 28 000, 36 000, c'est complètement, c'est de la rhétorique, c'est complètement logique. Ici, par rapport à une précédente poche de liquidité, je me place ici, ensuite 382, et ensuite un énorme 382 de tout le précédent mouvement vis-à-vis du précédent ATH, et ensuite j'aurai clôturé 90%, voire 95% de mon long. Voilà comment je joue ces longs-là. Je divise en ordre limite mes investissements, pas d'ordre market ici. Pourquoi pas d'ordre market? Puisque les ordres market sont très régulièrement soumis à des émotions très fortes, donc je place en limite et je bouge plus après. Voilà. Tout simplement. Ça, ce sont des ordres en limite, et ça, ce sont ce qu'on appelle des ordres de vente conditionnelle, ou des ventes OCT. Je ne sais plus comment ça s'appelle sur Binance, mais on peut plus le faire sur les Belges, et potentiellement les Suisses, vous pouvez le faire sur Binance. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Bon, c'est des ordres conditionnels, ordre limite conditionnel. Voilà, ça c'est côté Bitcoin, donc je le joue et je suis déjà dedans. Côté Ethereum, je le suis pas encore. J'ai divisé ma position en 20, je l'ai pas pris, mais je crois à 3 centimes près, mais je pense que sur Bybit, ça n'a pas été pris. Et effectivement, il n'est pas passé. Je sais pas si je l'ai mis à 400... à 1500 ou 1000, peut-être ici, je sais plus où est-ce que j'avais mis, bon c'est pas très grave, mais il n'a pas été pris sur Ethereum, donc je pense qu'il sera pris. Dès lors je divise en 5 ma position, un levier x4, pour l'autre c'était x6, x7, là c'est plutôt x4, d'ailleurs vous allez chercher décrocher 1% de votre capital, TP 2000, 2500 et 4000 $, objectif d'Hermès pour Ethereum, par rapport à ce bon rebond de marché, potentiellement les 4000 $. Mais c'est toujours pareil, si la dominance et si on est juste sur une respiration de marché, je doute qu'on dépasse en réalité les 2500 $. Dès lors, je couvre ma position TP1, TP2, TP3. C'est mon style de swing trading. Vous pouvez en avoir un différent. Moi, j'utilise cela, que des ordres limites, comme ça, je ne me prends pas la tête. Si j'invalide, je perds 1% de mon capital, tout simplement. Et c'est ça, je pense, le grand secret. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Je l'ai partagé hier dans le Discord. Pas de problème. On a deux petites choses qui sont très intéressantes. Le premier, c'est ceci. On a eu éventuellement une chasse à la liquidité ou une chasse au stop complètement évidente. On a complètement écrasé au niveau du spot, du CVD spot qui s'est complètement déprécié. Vous avez un CVD sur les contre-futurs qui n'a pas bougé. Ça, c'est clairement de la manipulation de marché. On ne prend pas de guillemets. On a juste appuyé très fort sur sell market. Ça, c'est clairement une anticipation des échangeurs, très probablement, qui viennent écraser et qui se concertent là-dedans. Je pense qu'ils peuvent le faire encore aujourd'hui sans problème. Le jour où c'est régulé, il faudra faire très attention, mais je pense qu'on n'aura pas du tout la même volatilité d'ici là. Donc malheureusement, on le subit. Donc on a sorti à peu près 30 millions de $ de liquidation acheteuse. Désolé pour celles et ceux qui s'étaient positionnés sur des stops évidents ou quasiment évidents en dessous des précédents lots, mais vous avez peut-être été déjà pris.
partez du principe que beaucoup ont acheté. Et ça, on l'a bien vu sur cette bougie de ravalement, et vous le voyez très très bien ici. Hein. Vous vous mettez sur Deribit, vous allez sur Trading Night, honnêtement, il y a des gens qui attendent pour acheter le dip. Hein. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à penser de l'acheter le dip. Il est là le dip, hein. Et on va le chercher profondément. Donc je me suis positionné là-dedans, moi. Vous savez, Deribit, c'est plutôt un échangeur de Wiles. Donc allons-y, hein. Explosion des open interest, funding plutôt négatif. En avant gagnant, il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, on peut faire cette petite rhétorique par rapport à Ichimoku Kinkoyo, pas Ichimoku Kinkoyo, par rapport aux vagues d'Elliott. On va les prendre d'ailleurs, les vagues d'Elliott, on les prend jamais, mais on peut les prendre proprement. Ici, vous avez une 2, juste là probablement, potentiellement une 3, on est parti chercher un 618, potentiellement une 4 et potentiellement une 5, alors peut-être que la 4 elle est là, hein, je dis pas du tout le contraire, je ne pense pas personnellement, mais quand les 2 sont fortes, les 4 sont faibles. C'est ça qu'il faut comprendre. La 2 est forte, la 4 est faible. Et vous avez la même chose ici. Une 1, une 2, une 3, une 4, potentiellement une 5. Et là, on va chercher en fait une 4, une ABC potentiellement, ou XYZ. Enfin, vous connaissez l'histoire des idiotistes. Donc pour moi, la 4 sera relativement faible. C'est pour ça que je doute qu'on passe en dessous des 19 000 $. D'ailleurs, la grosse zone en réalité, si on reprend le VRPM, ça c'est intéressant, elle est clairement ici, elle sera ici demain. Je pense que si on doit revenir là-dedans, je pense que ceci sera le plus gros volume par rapport à ce qu'on a précédemment. Bien évidemment, ça bouge. Hein. Les gens attendent patiemment d'acheter le dip sans aucun problème. Vous avez 2 grands trous dans le volume profile. Beaucoup diront, ici, il faut y revenir. Oui, mais on n'est pas obligé d'y revenir maintenant. Faites attention à ces biais psychologiques. On tente de retourner la dynamique. Donc, plutôt boule ici et levez un peu les yeux. Et vous voyez ici, vous avez vraiment pas de travail du tout au niveau des 26-28 000 $. Ce qui potentiellement seront des TP. Ici, 25 000 $ TP, 28 000 $ TP de mon côté par rapport à Bitcoin. Ok ? Donc ici, peut-être qu'on y reviendra, hein, je ne dis pas du tout le contraire, mais on est plutôt en phase d'aller chercher cette liquidité-là et aller travailler ce cours-là. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. D'ailleurs, si on revient complètement dans le passé, vous avez la même chose. Lorsque les 2 sont fortes, les 4 sont faibles, mais lorsque les 4 sont fortes, lorsque les 2 sont faibles, les 4 sont fortes. Ici, vous en avez un très bon exemple. Vous avez une 2, on part vers une 3 to the moon, hein, et la 4 est extrêmement forte, on a quasiment retracé 0,618. Vous voyez, cette grande 4 et puis potentiellement 5. Alors d'autres diront 4 et 5, ok, pas de problème avec ça, mais généralement vous le voyez, vous prenez du recul, vous voyez une, potentiellement 2, très faible au niveau de la 2, 4, 3, 4 et 5 derrière, et la 4 est très profonde. Donc ça marche plutôt pas mal, en réalité par rapport aux IoTs, donc comme la 2 était forte, pour moi, la 4 sera faible, tout simplement. Donc je pense que le dip ne sera pas si profond que ça, et on espère qu'il ne soit pas aussi profond que ça, pour pouvoir continuer à apprécier ce cours et poursuivre et laisser tout le monde derrière. C'est un petit peu le but du jeu. J'en parle très très rapidement. On m'a posé la question, Swissborg Serie A, je l'ai partagé dans le Discord dans Aide Swissborg. On a fait une vidéo, rappelez-vous, avec Anthony. Une prochaine vidéo sera la mardi, probablement avec Cyrus et Anthony pour parler exclusivement de la Serie A. J'ai essayé de trouver beaucoup de vidéos qui parlaient de la Serie A. En fait, il y en a très très peu. Et les peu de Swissborgers ou d'influenceurs qui parlent de Swissborg, de cette série A, ils le pushent en fait dans leurs vidéos et je trouve ça dommage. Donc j'aimerais faire une vidéo dédiée, potentiellement que je vous posterai mercredi prochain, qui vraiment parle de la série A, du private equity, des investissements start-up et la vision en réalité, court, moyen, long terme, de tout ce truc-là. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est difficile, et vous le savez, de lever de l'argent lors de bear market, donc beaucoup de personnes ont un peu peur, et c'est tout à fait normal, et ils ont proposé d'une valorisation dynamique centrée sur la communauté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils avaient, on en reparlera plus profondément mercredi prochain, mais dans l'idée, c'est... ils ont valorisé 500 millions de $ leur boîte. Derrière, ils veulent décrocher 10% de leur capital. Finalement, à la fin de la série A, donc ce sera fin mars, me semble-t-il, mais en fait, ils vont pas lever sur une valo de 500 millions, donc ils vont pas lever 50 millions de $, mais peut-être qu'ils vont lever que 38 millions de $, ou ils vont peut-être lever que 32 millions de $, et les 10% ou les 9,6% vont quand même être conservés pour la communauté. Ça veut dire que vous allez gagner, vous allez être revalorisé par rapport à votre investissement. En réalité, vous serez bonifié. Honnêtement, c'est super intéressant. C'est propre. Mais on en reparlera beaucoup plus intensément mercredi prochain avec grand plaisir. Mais si vous avez loupé la news et si vous êtes potentiellement investisseur, voire futur investisseur, je pense que ça vous a pas échappé. Google va lancer un concurrent de ChatGPT. Tout ce qu'il faut savoir. Je vous laisserai lire l'article, toujours très intéressant. La fameuse alerte rouge, ou le code rouge par rapport à Google, va proposer un concurrent à ChatGPT. Honnêtement, je doute un petit peu de sa validité. D'ailleurs, il sera baptisé Sparrow. Rien n'est un hasard dans la Silicon Valley. Sparrow, Jack Sparrow, pirate, vous avez compris l'idée. L'objectif, c'est de pirater ChatGPT. Ne pensez pas autrement. Hein.
C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils s'envoient des coups de sabre en permanence entre startups, etc. Ils ne sont pas amis. Hein. S'ils pouvaient s'empoisonner à la cantine, ils le feraient très probablement. C'est un sacré monde de requins. Ici, plutôt de pirates. Donc, prochain qui s'appellera Sparrow. Je pense pas que ce soit une blague pour le coup. Je pense réellement que c'est ça. Et ça marchera probablement pas parce qu'ils sont beaucoup trop soumis en fait maintenant Google par rapport à toute la réglementation, toute la régulation qui tourne autour des GAFAM. Voilà, donc c'est un petit peu... honnêtement, je pense que ça va être compliqué pour eux de surperformer ou surpasser en réalité de ChatGPT ou d'autres, hein, plein d'autres IA qui vont arriver. Ça veut pas dire que ça va faire un flop. Je pense personnellement que ça va faire un flop parce qu'ils n'auront tout simplement pas les mains libres pour faire ça. Et ils n'ont plus envie de prendre des procès sur procès. Partez du principe que OpenAI, ils vont prendre 19 procès par mois, à peu près, hein, par rapport à la propriété intellectuelle, par rapport aux images qui sont utilisées sur des bases non publiques et protégées, par Getio, par eStock, par tout ce que vous voulez. Donc ça va partir dans tous les sens. Ils vont prendre 14 procès par mois. Et je pense que Google n'est pas prêt pour aller chercher ces 14 procès par mois. Donc ils commencent à dire qu'on va mettre la source de là où il est parti chercher, etc. Bon, faites une usine à gaz, très probablement ça fonctionnera pas, mais je trouvais ça intéressant de le dire et de le partager, hein, toujours dans cette rivalité, on n'est jamais derrière, on est toujours devant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait c'est un petit peu ce qui s'est passé pour nous, en tant que Français, avec Salto, c'est presque fini, on s'est positionné sur le Salto, on a lancé ça en octobre 2020, je rappelle que Netflix est arrivé en 2014 en France, un petit 8 ans de retard, hein, à peu près, côté français, 800 000 abonnés, c'était un petit peu en dessous des attentes de Salto, et puis il y en a qui sont venus, il y en a qui ont retiré leur truc, ils ont essayé de faire des séries dédiées, finalement ça n'a pas marché, bon finalement c'est devenu un petit peu le super bouquet de Free ou des SFR au niveau de la SVOD, ça n'a pas performé, 800 000 c'est quand même pas mal, je pense qu'ils s'attendaient plus près de 5 ou 6 millions, mais malheureusement ça devrait s'arrêter. Bah ouais, c'est comme ça, quand on a 8 ans de retard, c'est un petit peu dommage. On regarde le train passer, ou on le prend, ou on l'arrache ce train, quoi. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû se mettre d'accord, tout le monde d'accord, on se serre la main, TF1, M6, Bolloré, qui vous voulez, et je vous garantis que c'est pas près d'arriver. C'est clairement pas près d'arriver, et puis voilà, ils en paieront les pots cassés, ils disparaîtront d'eux-mêmes, puisque je pense que la télé est en voie de disparition, tout simplement. Je finirai sur cette news-là. Elle aurait duré plutôt 30 minutes à peu près la vidéo. Très bien. Grosso modo, coup de tonnerre pour le dollar. Alors ça, c'est clairement des news plutôt bonnes, plutôt mauvaises, vous les prenez comme vous voulez, mais qui sont plutôt bonnes pour le Bitcoin, bien évidemment, parce qu'en fait, on fait plutôt facilement des raccourcis par rapport à ça. L'Arabie Saoudite, c'est pas la première fois, hein, qui éventuellement la scène, le disent, le souffle dans les médias, etc. L'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole brut, a ouvert à la discussion sur les règlements des échanges de pétrole dans des monnaies autres que le dollar américain. Alors, j'ai répondu à ce type de choses sur une news à peu près équivalente par rapport à l'hégémonie du dollar, etc. Honnêtement, la chute de l'hégémonie du dollar, la chute des États-Unis, c'est clairement pas pour maintenant. J'en doute très fortement. Beaucoup l'ont anticipé, beaucoup l'ont pricé, beaucoup l'ont vu arriver, beaucoup l'ont... Ça fait 60 ou 80 ans que ça dure, et pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà, donc il faut plutôt partir sur le bon sens et dire que la fin du pétrodollar, c'est loin d'être terminé. Alors l'article est plutôt bien fait. Pour le coup, c'est le ministre des Finances saoudien qui en parle. Je trouve ça plutôt sympa. La dernière fois qu'il y a des princes, des ministres ou des choses comme ça qui en ont parlé, généralement ça se passe mal. Il faut le savoir, pour leur intégrité et leur sécurité. C'est un monde compliqué. C'est un monde dangereux, en réalité, quand vous commencez à toucher à ce type de choses. On m'a parlé d'ailleurs, je fais mon raccourci par rapport à la Chine qui achète des lingots d'or en permanence depuis 2010 à peu près. Alors, elle n'achète pas directement en fait, c'est très intéressant, mais en fait elle se couvre, elle se hedge. Il faut savoir que la Chine est, le principal détenteur de dollars au niveau des changes, du taux de change, de la balance de change par rapport au dollar. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 40% des dollars qui sont à l'extérieur des États-Unis, qui sont dans les balances de change, sont détenus par la Chine. Donc en fait, elle utilise ces dollars pour acheter de l'or. En fait, elle se couvre, en réalité. Personne ne veut trop de pognon, trop de billets verts, qui potentiellement est en fort déclin et en forte dévaluation. Partez du principe que si vous voyez, la Russie achète de plus en plus d'or. Et on le sait que depuis très longtemps, la Russie achète beaucoup d'or. Elle en produit beaucoup, mais elle en achète aussi beaucoup. Parce qu'elle liquide ses dollars. La Chine, elle liquide ses dollars. Les Saoudiens, ils liquident leurs dollars. En fait, tout le monde essaie de liquider ses dollars, sans trop que ça se voit non plus. Hein, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'on continue à le faire très fortement. C'est juste pour se couvrir. C'est qu'on liquide du dollar
pour pouvoir en fait acheter de l'or. Le jour, et je dis bien le jour, alors ça c'est Coin Tribune, mais il est un petit peu mis à sa sauce. L'émancipation de l'Arabie Saoudite a de très bon augure pour l'émergence de nouvelles monnaies de réserve internationale, une monnaie qui ne profite à aucune nation en particulier, une monnaie apatride, non censurable, dotée d'une masse monétaire absolument fixe, et non adossée à des montagnes de dettes, le Bitcoin en sonne. Donc ça, c'est clairement pas le prince saoudien ou le ministre saoudien qui a dit ça, c'est Coin Tribune, je pense, pour le coup. Mais honnêtement, ça peut être super intéressant. Parce que le jour où on passe la seconde, ces fonds-là, il y a des milliers de milliards de dollars qui vont se déverser très probablement dans le Bitcoin. Il faut juste le comprendre. L'objectif des Américains pour conserver leur hégémonie, c'est pas de l'interdire, le Bitcoin. En fait, ils n'interdisent pas. Mais ils repoussent les échéances. Et ils peuvent le faire pendant très longtemps, en réalité. Parce que le risque pour les Américains, c'est clairement la légalisation, si vous voulez, du Bitcoin, en tant que réserve de valeur. Vous imaginez quand même, et ils commencent déjà à se couvrir. Hein, si aujourd'hui les États-Unis, au Texas, c'est le premier épicentre du mining au monde, c'est pas pour rien. Si BlackRock essaye de sauver Core Scientific, c'est pas pour rien. Enfin, à un moment donné, il faut vraiment prendre du recul. Ils laisseront pas tomber. C'est un risque systémique pour l'hégémonie des Américains et pour leur suprématie, la suprématie américaine. En fait, Bitcoin, je le dis, je le redis, je le matraque dans beaucoup de vidéos des rois du Bitcoin, Bitcoin se fera avec les Américains et probablement avec la suprématie américaine, ou ne se fera pas. Et ils ont des armes très, comment je vais dire ça pour pas heurter la sensibilité de la majorité, des armes convaincantes, restons souples, pour éventuellement abattre le Bitcoin. Mais je pense que s'ils y trouvent un intérêt, et personnellement, je pense qu'ils ont déjà trouvé cet intérêt-là. Sinon, Bitcoin ne serait pas à ce niveau-là, aujourd'hui, tout simplement. Et on le voit bien dans les petites annonces ou dans les petits tweets, ça a été partagé encore dans le Discord. Il y a un oligarque russe qui s'est fait arrêter par rapport à un petit échangeur inconnu du bataillon, ça a été en grande pompe, etc. En fait, ils sont juste en train de couper tous les concurrents potentiels. En fait, la place de Bitcoin, la place des crypto-monnaies, ce sera les États-Unis. Ce ne sera pas la Chine, hein. La Chine l'a banni. Donc partez du principe que probablement ça se fera. Et c'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, il faut tout simplement vivre dans notre temps et il faut essayer de comprendre dans le monde dans lequel on vit. Mais de parier contre les Américains, beaucoup ont essayé, personne n'a réussi. Et ça fait 70 ans que ça dure. Où on a commencé réellement à avoir peur. Depuis quand ? Depuis les accords de Bretton Woods. Depuis que le dollar n'est plus adossé à l'or. Voilà. Vous voyez l'étalon or. Depuis 70 ans, il faut vraiment le comprendre. Hein. Il y a des gens qui parient massivement contre les Américains. C'est dommage. Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que ça vous permet de vous prendre du recul. Je pense pas que ce soit... c'est que du FUD, c'est que des billets psychologiques de plus, mais il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Le dollar tend à se déprécier, les montagnes de dette tentent à exploser, on rentrera probablement dans une crise de dette, et de toute manière, Bitcoin, de près ou de loin, en bénéficiera. Et c'est en tout cas le chemin que je vois actuellement pour Bitcoin. Parce qu'à aucun moment, je parle d'interdiction, de ban Bitcoin des États-Unis. Le jour où on a un ban Bitcoin des États-Unis, partez du principe que c'est la quasi-totalité des flux de Bitcoin qui vont partir. On se dira juste une chose, et ça c'est super important. Bitcoin ne vaudra très probablement plus 20 000 $. Bitcoin n'ira probablement pas à 1 million de dollars à ce moment-là. Bitcoin ira peut-être à 100 $, peut-être à 200 $, peut-être à 300 $, végétera. Mais soyons rassurés pour les bitcoiners maximalistes, un bitcoin vaudra toujours un bitcoin. Tout simplement. Mais malheureusement, on aura très probablement perdu. Je doute que ça arrive. Je pense totalement le contraire.